On va accueillir maintenant une grande dame dont le combat a rayonné en France, mais pas que. C'est aussi, aller aussi au-delà de notre frontière, s'il vous plaît. Un triomphe pour... Rokhaya Diallo pour notre grand entretien. C'est à Rokhaya. Ça va bien. Bonsoir Akayo. Rokhaya, je t'en prie. Assieds-toi, tu es la bienvenue. Merci beaucoup. Bonsoir. Déjà chaleureusement accueillie par le public. Tu es une figure de la lutte contre les discriminations en France. Tu portes aussi ce combat en dehors de nos frontières. Tu es journaliste, autrice, une réalisatrice primée. Tu es chercheuse à l'université Georgetown à Washington, éditorialiste pour le Washington Post, que je lis tous les jours, que je suis heureuse de te lire, et The Guardian. Oui, tu écris aussi des livres, des bandes dessinées. Tu fais un podcast qui s'appelle Kiffe ta race, qui cartonne sur Apple. Et tu as aussi l'école Word, qui est une école dédiée à la prise de parole en public. Ça fait beaucoup de choses quand même. Ça fait beaucoup d'activités, oui. En effet. Pas mal quand même. Alors, ton parcours, ton engagement, ta voix nous rappelle que pour être réelle, la solidarité doit être lucide, elle doit être exigeante et inclusive. Alors, Rokhaya, j'ai envie de commencer en te demandant quel a été ton déclic personnel, le moment où tu t'es dit, moi aussi, je dois m'engager, je dois prendre la parole. Alors, ça s'est produit à plusieurs étapes de ma vie. Déjà, pour commencer, bonsoir et merci pour votre accueil. Et bonsoir à toutes et à tous. C'est vraiment un immense honneur et un très, très grand plaisir que de voir autant de visages engagés et disposés vraiment à agir pour que le destin des autres et le leur change et aille vers un meilleur, plus solidaire. Donc, je suis très, très honorée de prendre la parole ce soir. Et mon déclic personnel est arrivé au milieu des années 2000, à l'époque où deux jeunes garçons étaient poursuivis par la police, Ziad Benna et Bona Traoré, se sont réfugiés dans un transformateur électrique parce qu'ils avaient peur de la police et malheureusement ils en sont morts. Et après cela, s'en sont suivies des révoltes extrêmement importantes qui se sont répandues dans toute la France et je me suis dit que ces adolescents à l'époque auraient pu être mes petits frères et mes petits cousins. Et je me suis demandé comment on pouvait arriver au point où on avait peur de la police et où on ne trouvait finalement refuge que dans un espace où finalement c'est la mort qui s'est présentée à eux. Et à ce moment-là, j'ai vraiment décidé d'essayer de créer une plateforme avec des amis pour essayer de dénoncer la situation de Français de seconde zone que pouvaient éprouver un certain nombre de personnes du fait du lieu de leur naissance, de leur apparence physique, et puis le rapport de défiance qu'ils pouvaient éprouver à l'égard des institutions. Donc moi, ça a été une des premières raisons de mon engagement. Puis après, la question de la représentation aussi, c'est une question qui m'a touchée très très jeune. Moi, j'ai grandi dans les années 80, face à un écran de télévision, les personnes qui me ressemblaient étaient très peu nombreuses. Et donc, j'ai eu ce désir, effectivement, de participer à une représentation plus juste de la France telle qu'elle est, qui est la France que je côtoyais au quotidien et dont j'avais le sentiment qu'elle n'était pas vraiment incarnée à travers les diverses représentations qui me faisaient face. Donc ça a été le premier déclic, oui. D'accord, on parle beaucoup de solidarité ce soir et tu as beaucoup œuvré dans ce domaine. Est-ce qu'on peut considérer qu'on peut être solidaire si on n'est pas inclusif ? Parce qu'il y a beaucoup d'actions qui parfois se qualifient de solidaires mais qui en fait ne sont pas tant que ça. Disons que, en fait, il y a parfois des usages intéressés du mot solidarité, mais la solidarité, c'est pas seulement un mot, c'est une action en premier lieu. Il ne s'agit pas simplement de dire solidarité, il s'agit d'agir également. Et donc l'inclusivité, mécaniquement, elle fait partie de la solidarité parce que moi, je pense que quand il s'agit de solidarité, on doit penser aux personnes qui sont les moins favorisées et placer leur voix au centre. Et j'ai envie de citer une intellectuelle que j'aimais beaucoup, qui s'appelle Bell Hooks, c'est une intellectuelle américaine dont un des livres s'appelle « De la marge au centre » et qui dit que en fait, les personnes, les voix qui sont les plus marginalisées, qui sont les moins entendues, sont celles que l'on doit placer au centre, que l'on doit entendre pour que finalement ça bénéficie à tout le monde. Et l'exemple que je prends souvent, c'est l'exemple des téléphones portables. On fait tous usage des vibreurs qui en fait initialement étaient destinés aux personnes qui n'avaient pas accès à la possibilité d'entendre les sonneries. Et en fait, ça a été pensé pour ces personnes minoritaires et minorées par le validisme social. Et tout le monde l'utilise aujourd'hui. Finalement, on en fait un usage absolument quotidien. C'est utile pour tout le monde. Et donc, je pense que c'est ça la solidarité inclusive. Je l'ignorais, tu m'as appris quelque chose ce soir. Rokhaya, tu es très sollicitée dans différentes sphères. Est-ce que parfois, tu as le sentiment que ton engagement, ton militantisme peut être récupéré ?
Évidemment, c'est toujours compliqué en fait de déterminer la sincérité des personnes qui parfois veulent s'associer à une certaine image et finalement n'ont pas vraiment la volonté de transformer. Ils veulent bénéficier en fait d'un mouvement social qui est populaire. Je l'ai beaucoup vu en 2020 à l'époque de Black Lives Matter, après le meurtre de George Floyd. De nombreuses entreprises ont affiché ce petit carré noir et ont commencé à essayer d'identifier toutes les personnes noires qu'elles pouvaient voir et à approcher leur image de la leur dans un but effectivement de montrer une image inclusive. Et on voit que ce mouvement, cette vague de compréhension et de dénonciation du racisme qui s'était emparée d'un certain nombre d'acteurs en 2020 a décru. Et aujourd'hui, 5 ans plus tard, on se rend compte que les mêmes entreprises qui avaient pu faire œuvre d'antiracisme sont parfois capables de s'associer à des tyrans, à des personnes que je considère comme des tyrans politiques qui défendent des idées absolument opposées à celles-là. Donc oui, je suis vigilante et en même temps, je pense que quand on a parmi les personnes qui comptent la volonté d'afficher des idées antiracistes, c'est pas tant la sincérité qu'il faut aller chercher que l'efficacité. Et je pense qu'il faut être pragmatique et effectivement user des plateformes qui sont ouvertes pour essayer de faire avancer les idées, parce que je crois malgré tout que la culture est un espace de transformation de la perception. J'étais très sensible au fait que plusieurs artistes se soient produits sur scène, parce que j'ai la conviction que les artistes sont les activistes les plus importants de ce monde, et ce sont celles et ceux qui participent vraiment à la transformation des regards. Je pense qu'on a tous et toutes des personnages de fiction, de romans, de télévision qui nous ont emportés, auxquels on s'est identifié et qui pourtant étaient aux antipodes de nos personnalités. On s'est identifié à des Anna Karenine, à des Sissi, à Sailor Moon, Musclor. voilà, Musclor. Voilà, on a tous des personnages, voilà, Naruto, des personnages très très éloignés de nous, et pourtant ils nous ont fait avancer. Et je pense que c'est le rôle de la culture. Et donc, quand des entreprises culturelles décident de créer des personnages qui font avancer les mentalités, en fait, on prend. Si les raisons ne sont pas sincères, finalement, eh bien, on utilise malgré tout le moment pour essayer de faire avancer collectivement l'imaginaire collectif. Et est-ce qu'aujourd'hui, il y a des luttes ou des personnes laissées de côté sur lesquelles toi, tu as envie de mener un combat, de mettre un coup de projecteur J'étais très sensible au début de notre réunion, notre événement, au fait que Jean-Luc Romero évoque les personnes transgenres qui sont vraiment les victimes d'une offensive mondiale absolument désastreuse. Et c'est vrai que souvent, quand on s'en prend à un groupe marginal, on est tenté de se dire « oh, ça ne me concerne pas ». C'est pas mon sujet. Mais en fait, s'en prendre aux personnes transgenres, c'est s'en prendre justement à l'idée qu'on se fait de la définition du genre et d'une répartition très binaire en fait des rôles de genre. Et c'est d'une certaine manière participer à l'oppression de tous les autres groupes en fait qui appartiennent à des genres minorés. Donc moi, je pense vraiment qu'il faut qu'on témoigne de notre solidarité aux personnes transgenres qui sont effectivement très très réprimées aux États-Unis. On le voit aussi également en Angleterre. Et je pense que le sujet qui va vraiment être central dans les questions d'égalité et de solidarité qui nous préoccupent dans les années à venir, c'est le sujet de l'enfant. On a beaucoup d'actualités récemment qui ont émergé sur des agressions et des violences qui sont exercées contre les enfants. Et je pense que la personne de l'enfant, la protection juridique de l'enfant, la protection de sa volonté aussi d'autodétermination, c'est quelque chose qui doit vraiment, pour moi, faire centre dans toutes les luttes, notamment féministes, parce que il y a une sociologue qui parle du berceau des dominations. Les premières des dominations, ce sont celles contre les enfants. Un enfant, en latin, l'infant, c'est la personne qui n'a pas de voix. Et je pense qu'on doit être les voix des enfants et vraiment veiller à ce qu'elles soient protégées, parce que si on s'en prend aux enfants, on s'en prend à toute autre personne, parce qu'on a tous été des enfants et on a tous été exposés à des possibles risques. Et je crois que notre rôle d'adulte, c'est à la fois de transmettre, mais aussi de protéger. Je crois que c'est vraiment, vraiment un sujet qu'on doit prendre très, très au sérieux. Merci beaucoup. Rokhaya, tu dirais que l'égalité réelle, l'absence de discrimination, aujourd'hui, est-ce encore un objectif réaliste ? Je pense que c'est un idéal, mais qu'il faut être exigeant avec cet idéal. Donc, il doit être... En fait, on ne peut pas se contenter d'avoir le principe d'égalité gravé sur le fronton de nos mairies, même si c'est un très très beau principe. Je pense qu'il faut lui associer des politiques actives et que ça veut dire qu'il faut corriger les inégalités de naissance, parce que lorsque nous ne naissons pas tous avec les mêmes possibilités d'évolution sociale et d'accès aux biens et aux services que propose la République. Et donc ça signifie qu'à chaque étape de nos vies, il faut que la République mette en place des dispositifs qui corrigent ces inégalités. Parce que
Si on se contente en fait de dire que nous sommes tous égaux, on voit bien que du fait des hiérarchies sociales qui Ça marche existent, pas, ouais. ça favorise les personnes qui sont en fait plutôt à l'aise et les personnes qui n'ont pas la possibilité en fait partent de beaucoup plus loin. Donc l'égalité, elle n'existe pas uniquement dans la proclamation, mais vraiment dans une action positive, concrète. Et aux États-Unis, enfin, on a traduit en fait le vocabulaire anglophone, on va dire, américain, de discrimination positive. Et c'est vrai que quand on dit discrimination positive, ça fait pas envie, parce que personne n'est favorable à une discrimination. Et pourtant, en anglais, on parle d'action positive. Et l'action positive, c'est une action de correction qui, d'ailleurs, aux États-Unis, a bénéficié en premier lieu aux femmes. En France, on a des actions positives en faveur des personnes qui sont handicapées, en faveur des personnes qui vivent dans des territoires urbains défavorisés. Et je pense que l'égalité, elle doit être sertie de cette action vraiment explicite. Et qu'elle ne doit pas se contenter de figurer dans des discours. C'est vraiment une volonté politique ferme et elle ne peut pas être utilisée uniquement comme des slogans de campagne. Il faut qu'on soit, nous aussi, vigilants et exigeants à l'égard de nos politiques. C'est vrai, ça peut dire aussi. Hein. Merci beaucoup. Bah oui. D'ailleurs, aux États-Unis, je crois qu'ils ont inventé un slogan pour toi, c'est You Rock, Aya. C'est ça qu'ils disent. Rock, c'est mon surnom d'ailleurs, j'apprécie. Merci beaucoup. Est-ce que tu as, pour finir cet entretien qui était passionnant évidemment, un dernier message à dire à toutes celles et ceux qui nous écoutent là ce soir et qui t'écoutent et qui sont tous engagés à leur façon dans la solidarité? Alors, moi, je ne suis pas dans le message ascendant. Je pense qu'effectivement, on est sur un podium, donc on est un peu surélevé, mais on est tous léger, là. hein. Voilà, c'est léger, mais c'est quand même significatif. Mais je pense que nos voix. Enfin voilà, moi j'aime beaucoup l'horizontalité, et il se trouve que j'enseigne aux États-Unis, et dans le mode d'enseignement aux États-Unis, on est vraiment dans une dynamique assez horizontale, où en fait on enseigne à des étudiants, mais qui nous challenge en tant qu'enseignants, et c'est une dynamique que j'aime beaucoup. Donc je pense qu'il faut vraiment qu'on se considère tous et toutes comme le tout d'un même ensemble, et considérer que toutes les contributions se valent. Il y a des personnes qui ont un haut-parleur, qui ont la possibilité de faire résonner des revendications. C'est mon cas, j'ai la possibilité d'accéder à des micros, à des tribunes internationales, mais ce que je dis, je l'apprends des personnes qui sont ailleurs. Donc on forme une chaîne, et je pense qu'il faut vraiment qu'on se pense comme une chaîne. Vous et nous, on participe au même ensemble et à la même volonté d'égalité, de solidarité. Donc moi, le message que j'ai envie de passer à tout le monde, c'est qu'on se dise, on est tous et toutes importants, et quelle que soit l'action que l'on fait, que ce soit une action immédiate avec des membres de nos familles, que ce soit une action plus large avec une entité de type entreprise, ou une action qui est de l'ordre du discours, en fait on contribue tous et toutes à cette volonté d'un avenir meilleur. Et donc j'ai vraiment envie qu'on se salue pour tout ce qu'on fait ensemble, et qu'on continue à se soutenir les uns les autres et les unes les autres. Alors voilà. Merci beaucoup. Merci à toi, Rokhaya. Merci à vous deux. Merci. Hop, vas-y.